On est complètement entouré d'objets qui transforment l'électricité en mouvement. Pensez-y, les ventilateurs, les mixeurs, les voitures électriques. Mais au fond, comment ça marche tout ça? Comment une force invisible comme l'électricité peut-elle faire bouger un objet bien réel? C'est une question qui a l'air toute simple, mais la réponse, elle, nous plonge au cœur d'un principe physique d'une élégance folle. Le secret de presque tous les moteurs électriques, c'est une seule et même loi fondamentale. Et la voilà, la star du jour, la force de Laplace. C'est elle, et uniquement elle, qui sait comment créer un mouvement à partir d'un simple courant électrique et d'un champ magnétique. Alors voyons un peu comment cette force prend vie. Pour donner naissance à cette force, il ne faut pas grand-chose, mais les ingrédients sont hyper précis et ils sont tous indispensables. C'est un peu comme une recette de cuisine en fait. Si on en oublie un, ça ne marche pas. Alors, il nous faut 3 choses. Primo, un champ magnétique que nous donne un aimant. Deuxio, un conducteur électrique, par exemple une bête tige de cuivre. Et enfin, tertio, un courant électrique qui va passer dans cette tige. S'il manque un seul de ces 3 éléments, eh bien il ne se passe rien du tout. Regardez bien l'image. À gauche, la tige est bien dans le champ de l'aimant, mais il n'y a pas de courant. Elle ne bouge pas d'empoile. Maintenant, à droite, dès qu'on envoie le courant, hop, la magie opère. La tige est poussée sur le côté. Elle bouge. Ça y est, on la voit, la force de Laplace en pleine action. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. On peut avoir l'aimant le plus puissant du monde. S'il n'y a pas de courant, rien ne bouge. Et à l'inverse, on peut faire passer des ampères et des ampères. Sans champ magnétique, rien ne bouge non plus. Il faut absolument les deux en même temps. C'est non négociable. D'accord, donc on sait qu'une force est créée. Mais en physique, les choses ne se font pas au hasard. Cette force, elle ne pousse pas n'importe comment. Il existe même un moyen super simple pour savoir à l'avance dans quelle direction elle va agir. Forcément, c'est la question qu'on se pose juste après. Si on veut construire un moteur, on a intérêt à savoir maîtriser la direction de la poussée. Et pour ça, les physiciens ont trouvé un petit truc, une astuce mnémotechnique assez géniale. C'est la fameuse règle des 3 doigts de la main droite. Allez, on essaye ensemble. Prenez votre main droite. Placez le pouce, l'index et le majeur pour qu'ils forment 3 angles droits entre eux, un peu comme un repère en 3D. Chaque doigt va représenter un de nos fameux ingrédients. Alors voilà le code. Le pouce, on le met dans le sens du courant, qui va du plus vers le moins. L'index, lui, il suit la direction du champ magnétique, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant. Et là, paf, sans rien faire de plus, le majeur nous indique la direction de la force. C'est la direction dans laquelle la tige va être poussée. Et le truc qui est vraiment puissant avec cette règle, c'est qu'elle nous montre que si on inverse le sens du courant, par exemple en inversant les fils sur la batterie, eh bien le pouce change de direction et donc le majeur aussi. La force pousse dans le sens inverse. C'est pareil si on retourne l'aimant. Et cette capacité à prédire et à inverser la force, c'est toute la base d'un moteur. Bon, on sait maintenant comment créer une force et dans quel sens elle va pousser. Il est temps de passer au niveau supérieur. Comment on contrôle son intensité? Comment on fait pour que cette poussée soit plus forte ou au contraire plus faible? Alors là, on voit une formule, mais pas de panique, hein, on ne va pas sortir les calculatrices. Cette formule, elle est juste là pour nous montrer les différents boutons sur lesquels on peut appuyer pour jouer sur la force. F, c'est notre force. Voyons ce qui peut la faire grimper. En fait, c'est plutôt logique. Pour avoir une poussée plus costaud, on peut augmenter l'intensité du courant, c'est le I. On peut aussi prendre un fil plus long dans la zone de l'aimant, c'est le L. Ou bien, évidemment, on peut utiliser un aimant plus puissant avec un champ B plus intense. Mais il y a un dernier ingrédient dans la formule, un peu plus subtil. Ce dernier ingrédient, c'est le petit sinus alpha, tout à la fin. En gros, ça représente l'angle entre notre fil conducteur et les lignes du champ magnétique. Et cet angle, eh bien, il change absolument tout. Regardons les 2 cas extrêmes. À gauche, quand le fil est bien perpendiculaire au champ magnétique, on obtient la force maximale possible. C'est la position parfaite, le jackpot. Mais à droite, si le fil est parallèle au champ, il ne se passe rien. Absolument rien. La force est nulle. En chiffres, ça donne quoi? Quand on est à 90 degrés, le sinus de 90 vaut 1. C'est sa valeur maximale. C'est dans cette position qu'on tire le meilleur de notre système, que la poussée est la plus forte. Et à l'inverse, si l'angle est de 0 degré, c'est-à-dire que le fil et le champ sont parfaitement alignés, le sinus vaut 0. Et là, toute la formule tombe à 0. Aucune force n'est créée. Même avec un courant énorme et un aimant surpuissant, rien. Nada. Bon, ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. On sait comment créer une force, comment contrôler sa direction et même comment la rendre plus forte. Il est temps de tout assembler pour voir, enfin, comment un moteur électrique tourne.
Dans un moteur tout simple, on a deux grands morceaux. D'abord, le stator, c'est la partie fixe. En général, c'est l'aimant qui crée notre fameux chambé. Et puis, il y a le rotor, c'est la partie mobile, une bobine de fil de cuivre qui va prendre la force de la place en pleine face et se mettre à tourner. Et c'est là que ça devient génial. Le courant entre d'un côté de la bobine et il sort de l'autre. Si on applique notre règle de la main droite, on voit qu'un côté de la bobine est poussé vers le haut et l'autre est poussé vers le bas. Et ces deux forces, qui vont dans des sens opposés, créent ce qu'on appelle un couple. Et ce couple, eh bien, il fait tourner la bobine sur son axe. Mais attendez une seconde. Une fois que la bobine a fait un demi-tour, les forces devraient s'inverser et la faire repartir dans l'autre sens, non? On aurait un truc qui fait juste des allers-retours. Comment on fait pour que ça continue de tourner, encore et encore, toujours dans le même sens? C'est là qu'intervient la vraie petite touche de génie du moteur. Cette pièce magique, c'est le collecteur. C'est juste un anneau en cuivre coupé en deux, mais c'est un coup de génie absolu. À chaque fois que la bobine fait un demi-tour, en tournant, elle change de contact sur cet anneau fendu. Et le résultat? Pile au moment où la force devrait s'inverser, le collecteur inverse le sens du courant dans la bobine. Du coup, la poussée continue, toujours dans la même direction de rotation. C'est juste brillant. L'image à retenir, c'est celle d'un manège. La force de la place, c'est elle qui donne la première grosse poussée. Mais le collecteur, c'est la personne super maligne qui, au lieu de freiner le manège en poussant à contresens, change de côté à chaque demi-tour pour toujours pousser dans le bon sens. C'est cette astuce toute simple mais brillante, combinée à une loi fondamentale de la physique, qui fait, littéralement, tourner notre monde.